Et maintenant, on va saluer l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. On en parle donc avec vous, Pascal Horry. Vous êtes historien, académicien, professeur émérite à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous venez de publier De la haine du juif, essai historique aux éditions Bouquin. Et nous sommes en ligne avec Catel Muller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinatrice, scénariste de BD et on vous doit une Joséphine Baker, scénarisée par José-Louis Bocquet. J'aimerais que vous nous disiez, Catel Muller, comment vous la voyez, Joséphine Baker ? Ah, mais pour moi, c'est l'artiste total et aussi l'humaniste engagé. En fait, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Je crois qu'on aurait voulu l'inventer, on nous aurait pas cru. La réalité dépasse de loin la fiction. C'était une femme qui est arrivée à Paris, une américaine, qui est arrivée à Paris dans les années 20, 25 précisément, une jeune femme de à peine 20 ans, qui est devenue une star du jour au lendemain internationale, tout à fait glamour, qui au moment de la guerre s'est révélée être une résistante, militante auprès du général de Gaulle, et puis qui a continué sa vie comme une humaniste engagée dans les droits civiques. Elle a été auprès de Martin Luther King, et puis elle a fait une expérience ultime en adoptant 12 enfants de couleurs, de nationalités, de religions différentes, qu'elle a nommé la tribu arc-en-ciel. Donc voilà, c'est une femme absolument extraordinaire, fédératrice aujourd'hui des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, bien évidemment. Mais oui, c'est vrai que cette femme est une sorte de miracle, Pascal Horry, le fait de réunir toutes ces qualités, d'avoir eu cette vie-là, Joséphine Baker. Qu'est-ce qui la prédestinait, celle qui est née donc en 1906 à Saint-Louis dans le Missouri, qui est morte en 1975, mais alors cette fois-ci à Paris. Comment expliquer cette trajectoire tout à fait exceptionnelle ? Avant de vous répondre, Guillaume Erner, je voudrais saluer Catel Muller qui a une œuvre très cohérente, en particulier tournée, pas seulement, mais de plus en plus vers les femmes et ou le féminisme, ce qui n'est pas forcément synonyme. Et elle avait aussi... Vous pouvez la saluer, vous savez qu'on n'invite pas n'importe qui. Voilà, bien entendu. Pascal, bonjour. Bonjour Catel. On a été même membre d'un jury à tonalité féministe, jury Artemisia ensemble. Oui, répondre à votre question, c'est quand même le mystère des êtres, parce que elle commence au plus bas de l'échelle sociale. Elle n'est même pas simplement, vous savez, black, c'est plus compliqué que ça. Elle est métisse de tous les côtés, donc elle court un gros risque d'être rejetée par toutes les communautés. D'autre part, on ne peut pas dire qu'elle ait une mère qui soit toujours aidante. Il y a une absence de père. D'ailleurs, le rapport de Joséphine aux hommes est complexe, parce que, bon, il y a beaucoup d'hommes dans sa vie d'une certaine façon, mais c'est elle qui tient, quoi, parce que les hommes ne sont pas toujours à la hauteur à ses côtés. C'est une énergie extraordinaire, où il entre d'ailleurs de la stratégie, ce qui explique qu'elle se retrouve de fil en aiguille de Saint-Louis à Philadelphie, de Philadelphie à New York et finalement en France. Et là où évidemment il y a une conjoncture qu'elle ne maîtrise pour le coup pas, c'est que la France des années 20 est une France qui est, toute chose égale par ailleurs, beaucoup plus accueillante à la culture africaine-américaine. Le jazz est déjà présent, etc. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule à choisir, qu'il s'agisse d'écrivains ou de musiciens, à choisir de rester plutôt en Europe, et en particulier en France, que de retourner aux États-Unis. Et de surcroît, ces expériences américaines de retour aux États-Unis sont en général, sinon catastrophiques, du moins pas du tout concluantes. Ça va l'enraciner dans l'idée, en fait, universaliste, que bon, il faut déplacer la perspective, et si elle se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, auprès de Martin Luther King, et c'est quand même un moment capital, pour l'essentiel, son action est plutôt à un stade universel. Et le plus extraordinaire, c'est évidemment la tribu arc-en-ciel, parce que à différentes étapes, on ne lui demande pas de s'engager autant auprès de Castro, etc. Mais la tribu arc-en-ciel, c'est vraiment l'utopie. Donc, par rapport à... on parlait tout à l'heure, Guillaume Erner, d'autres candidats au Panthéon, etc. Il y a même cette dimension utopique chez elle qu'on n'attend pas d'une artiste de music-hall fêtée par les Folies Bergères. C'est assez extraordinaire. Je vous propose d'entendre une archive de 1953.
quand je suis arrivée en France en 1924, comme vous le savez, c'était la mode des femmes. Des femmes étaient très blanches, de peau jolie et pâles. Toutes les femmes étaient roses pâles avec le poudre de riz tout à fait blanche pour se rendre encore plus blanche que c'était la peau naturelle. Les longs cheveux assez fortes avec la taille de guêpe. Et moi, je suis arrivée en diable, disons-nous, et j'ai fait avec le coupe de cheveux à la garçonne, que c'est de nouveau à la mode aujourd'hui, la peau bronzée, et les pauvres malheureuses femmes étaient obligées de rester au soleil pendant 3 ou 4 mois pour se faire tanner la peau, et souvent c'était malheureux parce que les médecins étaient obligés d'intervenir pour leur santé parce que ça les rendait malades ou brûlés ou les poumons malades, enfin beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait bien pour eux au point de vue santé. Et donc, on vient d'entendre la voix de Joséphine Baker. Catel Müller, dans votre roman graphique, dans le roman graphique que vous lui avez consacré, comment l'avez-vous restitué, Joséphine Baker ? Ah, mais ça, c'est toute une histoire. J'ai d'abord été approchée par Jean-Claude Becker, qui m'a, donc le fils, le 5e de la tribu Arc-en-Ciel, qui m'a demandé de dessiner sa maman. Parce que Paul Colin l'avait extrêmement bien représenté dans les années 20. Il faut rappeler qui était Paul Colin, donc un affichiste. Voilà, un grand artiste affichiste qui avait fait toutes les affiches de Joséphine au moment de sa gloire, la Revue Nègre. Très proche de Joséphine, si on peut préciser. Voilà, très proche, un de ses premiers amants en France, et amis bien sûr. Et donc j'étais très honorée qu'il pense à moi pour dessiner Joséphine, mais après le défi c'était de comment la dessiner pour qu'elle ressemble, qu'elle soit, comme il me demandait, à une sorte de Tintin, c'est-à-dire ni trop caricaturale, ni trop réaliste, mais avec quelques traits, arriver à restituer sa maman avec son visage ovale, ses grands yeux, sa bouche sensuelle. Donc j'ai fait plusieurs essais et puis le dessin est passé entre les mains des différents enfants et puis ça a été adopté. Et voilà, je suis partie en dessinant Joséphine, mais Joséphine durant toute sa vie, donc petite jusqu'à dame de presque 70 ans. Et ça a été un bonheur parce que j'avais trouvé mon personnage et il fallait la faire danser, la faire en mouvement, la faire très expressive. C'était le défi, en même temps ça a été le bonheur d'une dessinatrice. Avec les lieux, alors il y a un lieu, on l'a évoqué d'ailleurs dans le portrait, le Comme Personne à 7h24, un lieu qui est évidemment symbolique de Joséphine Baker, c'est le château des Milandes à Castelnau-Ferrac en Dordogne. Ah oui, ce château extraordinaire qu'elle a acheté, qui lui a servi déjà pendant la guerre à cacher des gens au moment où elle était résistante, mais après qui lui a permis aussi d'élever cette tribu Arc-en-Ciel avec Joe Bouillon, avec lequel elle s'est mariée, un musicien qui l'avait accompagné aussi pendant la guerre. Et donc cette expérience ultime, je crois que personne ne l'a refaite depuis. Et cette utopie, comme le disait Pascal Horry très bien, s'est révélée être finalement assez réaliste, même si au moment où Joséphine l'a vraiment conçue et l'a vraiment vécu, ça a été difficile. Elle a fini par être expulsée de ce château. Mais en réalité, ses enfants ont gardé fondamentalement les valeurs qu'elle leur a transmises. Et aujourd'hui, ils sont toujours liés comme les doigts d'une main. Et c'est ça qui doit rester de Joséphine en fait. C'est ce qu'elle leur a transmis, ces idées de fraternité. Elle appelait d'ailleurs sa tribu Arc-en-Ciel la fraternité universelle aussi. On allait au château des Milandes qui était une sorte de club med avant l'heure artistique, parce qu'il n'y avait pas que le château. Elle avait acheté un cabaret, elle avait fait construire une piscine, un hôtel, une ferme modèle. C'était tout un complexe où les gens du monde entier venaient, et elle a développé comme ça le tourisme dans le Périgord, le tourisme culturel. Et donc on voyait passer des personnalités de partout, des stars, et c'était voilà, au-delà d'une utopie, c'était un vrai projet artistique démesuré peut-être, mais complètement très intéressant et tout à fait moderne et révolutionnaire. Pascal Horry. Oui, la biographie de Joséphine est un scénario d'Hollywood extraordinaire, dont d'ailleurs Catel Müller rentrait bien toute la force. Et il faut penser que si l'aventure des Milandes dans l'immédiat se termine mal, vraiment très très mal, même très moche, d'abord les enfants sont là, enfin à une exception près, disparus prématurément, donc ils témoignent quand même de la survie de cette utopie. Et puis par ailleurs, là où je parle d'Hollywood, c'est qu'il faut quand même penser que la fameuse affaire du Stork Club, où elle n'est pas servie parce qu'elle est noire, on est
au début des années 50, il y a dans cette salle une jeune actrice inconnue, Grace Kelly, qui, par solidarité, va suivre d'ailleurs Joséphine quand elle sort du restaurant. Et plus tard, Grace Kelly est devenue la princesse Grace, et c'est elle qui va accueillir à la fin de sa vie Joséphine Baker, ruinée. Si vous expliquez ça, on vous dit, vous exagérez là, en termes de scénario, même c'est pourtant exactement ce qui s'est passé. Elle a souffert donc évidemment du racisme avec l'intérêt, la curiosité à la fois malsaine, parfois tout à fait honnête et antiraciste, mais parfois également avec une sorte de folklore exotique qui représentait le racisme colonial de l'époque, Pascal Horry. Ah oui, la ceinture de banane, etc., c'est tout à fait ambigu. Mais ce qui est intéressant dans Joséphine, et chez quelques autres, c'est la trajectoire. C'est-à-dire qu'elle ne se limite pas, elle a bien compris, quand même, elle est intuitive. C'est une autodidacte sur tous les plans, y compris sur le plan politique ensuite. Et donc elle a bien compris qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais en même temps, d'abord, Paul Colin, c'est quand même très intéressant, parce que Paul Colin sublime le corps noir à cette occasion. Les dessins de Paul Colin, il y a eu en particulier un recueil de lithographies de Paul Colin, c'est extraordinaire. Et effectivement, il n'y a rien de plus, entre guillemets, antiraciste que ça, à la fin des années 20. Et puis par ailleurs, elle s'émancipe très vite. Et en 1930, c'est déjà J'ai deux amours, etc. Donc, ce qui compte, c'est la trajectoire. Mais bien entendu qu'au départ, elle maîtrise très peu de choses. Donc, elle peut être manipulée en quelque sorte, et il y a quelque chose d'un regard concupiscent, etc. Mais si on s'arrête à ça, on ne comprend rien à l'histoire. Et elle a souffert doublement du racisme, donc parce qu'elle était noire, parce qu'elle s'est mariée avec Jean Lion, qui était juif. Elle s'est mariée avec lui en 1936. Oui, et elle adhère à la LICA, ancêtre de la LICRA à cette occasion. Non, c'est rien ne lui demande, personne ne lui dit devenez militante contre l'antisémitisme. Bon, elle le fait. Donc ça, c'est Joséphine. Mais alors, justement, Pascal Horry, vous qui venez de signer un ouvrage consacré à la haine du juif, à cette époque-là, le racisme anti-noir dans la France des années 30, quel était-il et sur quoi reposait-il ? Il est sous-jacent à toutes les sociétés, entre guillemets, blanches. C'est pas propre à la France. Les pays qui sont à la tête d'empires coloniaux, évidemment, ont un rapport très ambigu. Disons que, pour simplifier, le noir, c'est l'enfant. C'est-à-dire que ce sont des sociétés évidemment inférieures aux sociétés entre guillemets blanches. C'est pas tout à fait, c'est même pas du tout la même nature que le rapport aux Juifs. Le drame, la tragédie du rapport aux Juifs, c'est la proximité au contraire. Y compris l'origine chrétienne de tout ça, qui fait que le christianisme est sorti du monde juif. C'est pas la distance, tandis que dans le cas du noir entre guillemets et toujours entre guillemets du jaune, il y a une distance visuelle qui n'existe pas pour les juifs. Donc, d'une certaine façon, c'est paradoxalement pire. Et la haine du juif est à ce moment-là beaucoup plus difficile à extirper, à mon avis, que le regard condescendant sur le noir. Mais évidemment, il se trouve que Joséphine, puisque c'est d'elle qu'il est question à cet instant, Joséphine s'est retrouvée au carrefour de tout ça. Et c'est fascinant. Et oui, alors que Catel Müller, Joséphine Baker, est une véritable ode à la fois à l'antiracisme et puis aussi à l'humanisme et à l'universalisme. Complètement. Et ce qui est très intéressant dans cette trajectoire, c'est que cette femme finalement qui a tout pour rater finalement. Elle est femme, elle est pauvre, elle est noire, elle est presque illettrée. Elle va être immigrante. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu une personnalité intersectionnelle, c'est-à-dire une situation d'une personne qui subit simultanément plusieurs formes de discrimination. Eh bien, cette femme qui subirait donc le racisme, l'humiliation, la violence, la domination, elle arrive à inverser la tendance. Elle arrive à s'inventer un personnage et à exister, et finalement, petit à petit, avoir sa reconnaissance à sa juste valeur, à susciter l'admiration tout au long de sa vie en se réinventant tout le temps. Et aujourd'hui, la panthéonisation, c'est le summum finalement. Elle en aurait rêvé. Bien sûr. On peut également évoquer, Pascal Horry, ce que Joséphine Baker a fait au service de la France libre. Oui, parce que d'abord, au service de la France tout court, dès la déclaration de guerre en 1939, elle se met au service de la France en disant « Mais écoutez, vous m'avez fait le plus beau cadeau de me naturaliser française. Eh bien, je souhaite ne pas être ingrate et
dites-moi ce qu'il faut que je fasse, je le ferai. Et ce qui est déjà quand même incroyablement romanesque aussi. Et puis dans un deuxième temps, évidemment, elle n'hésite pas un seul instant, elle va choisir la France libre, sous toutes les formes, d'abord en métropole, puis en Afrique du Nord. Et c'est ce qui explique qu'elle défile avec les gaullistes le 30 mai 68. Il faut quand même bien voir qu'il n'y a pas de contradiction chez elle entre applaudir Fidel Castro, qu'aiment tant les gauchistes français de 1965, et 3 ans plus tard de défiler avec les gaullistes. Et ça me paraît très intéressant parce que ça montre bien qu'on ne peut pas analyser l'histoire avec des regards schématiques manichéens. Agent du contre-espionnage français ? On l'a dit, le FBI le pensait. Hein. Non, mais c'est quand même... Mais alors, comment devient-elle ? Parce que là aussi, c'est étonnant, parce qu'elle ne passait pas inaperçue. C'était quelqu'un de connu. Et donc, généralement, on utilise plutôt des personnes discrètes et qui ne sont pas fait connaître pour d'autres emplois. Là aussi, c'est très subtil. D'ailleurs, Hitchcock était intéressé par ce type de scénario. C'est un peu la lettre d'Edgar Poe, c'est-à-dire que c'est la visibilité de Becker qui lui permet d'entrer, de traverser, sans être trop contrôlé, et de développer, il faut le reconnaître, un travail d'espionne entre guillemets très très limité, hein, mais qui a, semble-t-il, été efficace à plusieurs reprises en ce qui concerne par exemple les troupes allemandes dans le sud-est, etc. Bon, donc oui, parce qu'elle va voyager entre... parce qu'elle est exposée qu'elle est utile. Mais elle est plus utile, à mon avis, en 39-40, quand la France n'est pas encore occupée, et que, par exemple, l'Italie est encore neutre. Et elle va se retrouver, effectivement, dans des cocktails, dans des manifestations organisées par l'ambassade d'Italie, et elle informera. C'est une honorable correspondante. Alors, elle voyage beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est au Maroc, et puis elle va suivre les troupes américaines. Catel-Müller, là aussi, c'est une véritable épopée. Ben oui, bien sûr, hein, elle prend quand même des risques. Elle va se retrouver au Maroc, elle va tomber malade, on va l'hospitaliser à Casablanca, et avec Apté qui est son second, elle va finalement, dans sa chambre d'hôpital, avoir des rendez-vous militaires. Elle va se retrouver tout le temps au premier plan de tous les moments forts de l'histoire, hein. Et en particulier à ce moment-là, la Seconde Guerre mondiale. Elle est vraiment dans la place et elle combat à sa manière. Mais alors, on dit qu'elle utilisait ses partitions pour cacher des messages ? Voilà, on dit qu'elle prenait des partitions à l'encre sympathique, elle écrivait des messages qu'elle faisait passer d'un pays à l'autre, on disait aussi qu'elle en mettait dans son soutien-gorge, elle avait apporté des messages au Portugal. Évidemment, en tant que star, comme elle pouvait rentrer partout, dans les ambassades, on lui faisait confiance, on ne se méfiait pas d'elle, et c'était une manière pour elle de passer des informations. Et puis donc, alors après-guerre, elle s'installe au château d'Émilandes. Elle retourne aux États-Unis, vous l'évoquiez tout à l'heure, Pascal Horry, et finalement, elle est plus en proie au racisme, en tout cas de manière ouverte, aux États-Unis qu'en France. Ah mais oui, mais dès la première minute, hein, elle l'a dit rétrospectivement, il y a plusieurs entretiens où elle le répète, mais dès 1925, elle voit la différence. Mais ce qui est redoutable, c'est que dans les années 30, elle retourne, elle voit la différence. Dans les années 50, elle retourne, elle voit la différence. Oui, même chose aussi à Cuba, où il y a un racisme effectivement anti-noir aussi à Cuba, juste avant l'instauration de la dictature de Batista, sous la dictature de Batista. Et c'est à cette occasion qu'un jeune étudiant qui s'appelle Fidel Castro se manifeste, et qu'elle manifeste sans savoir qui est Fidel Castro, sa solidarité avec Castro. Donc le FBI, évidemment, qui est proche de Batista, l'a déjà classé comme crypto-communiste. Et si l'on continue toujours, parce que cette femme a eu un destin absolument magnifique, donc effectivement, elle s'est battue en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant que française, en tant que noire contre le racisme. Elle est devenue franc-maçonne dans la Grande Loge féminine de France en 1960, donc un pas de plus vers un engagement universel et humaniste, un pas qui n'était pas évident parce que là aussi, à l'époque, il y avait très très peu de femmes initiées. Pascal Horry. Il y avait la Grande Loge féminine. Il faut savoir que cette Grande Loge a joué de façon discrète un rôle essentiel dans la structuration d'une parole féminine. Hein, ça, c'est resté très discret. Moi, je sais que j'ai envoyé plusieurs étudiants travailler sur la Grande Loge, ça reste très très discret, mais c'est une structure
qui sans doute aujourd'hui encore, mais après la Seconde Guerre mondiale, cette Grande Loge féminine de France a joué un très grand rôle dans l'émergence peu à peu, j'allais dire, d'une élite féminine. Et puis, il y a les années difficiles, au mi-temps des années 60, les choses, hélas, tournent mal pour Joséphine Baker, Pascal Horry. Disons que l'utopie des Mille-Landes est soutenue à bout de bras, et finalement, comme l'a rappelé Catel, ça va quand même s'effondrer, parce que c'est quelqu'un qui a une telle énergie qu'elle ne peut pas supposer que tout le monde n'ait pas la même énergie, et finalement tout le monde ne suit pas, parce que elle est quand même victime aussi d'un certain nombre d'aigrefins, etc. Et c'est vrai que son utopie suppose quand même là pour le coup des structures associatives qu'elle ne crée pas. C'est pas sa méthode. Catel Müller, un mot sur justement cette période plus triste de son existence, même si beaucoup de gens viennent à son secours. Alors on a parlé des grâces de Monaco, mais on pourrait évoquer aussi Jean-Claude Brialy ou alors Brigitte Bardot. Voilà, j'allais le dire, Brigitte Bardot quand même, qui a été fondamentale à un moment donné. Qu'est-ce qu'elle a fait, Brigitte Bardot ? Brigitte Bardot, très discrètement, lui a envoyé énormément d'argent pour sauver les Mille-Landes, et ce qui a été le cas une première fois. Donc Joséphine a pu rester quelques années supplémentaires, sous perfusion grâce à l'argent de Brigitte Bardot. Et puis finalement, les dettes se sont accumulées, les gens aussi sur place l'ont volé. Joe Bouillon est parti parce que c'était trop compliqué pour lui. Joséphine était souvent absente puisqu'elle tournait... Elle partait chanter à droite et à gauche pour rapporter de l'argent et élever tous ses enfants. Donc peu de présence. Tous ces facteurs ont fait que petit à petit l'endettement a été énorme. Et puis le château des Mille-Landes a été bradé. Alors Jean-Claude nous a emmenés sur les traces de son enfance où on a eu la chance de pouvoir aller. Aujourd'hui le château est un musée, mais on est parti dans des endroits qui sont aujourd'hui infréquentables pour du musée. Sur les tours tout en haut, où il nous a montré comment les enfants avaient gravé leur nom avant de partir. Donc c'était très émouvant d'être sur leurs traces comme ça, de voir quelle a été leur souffrance de perdre ce château qui était toute leur vie, une existence si intense. Bien sûr. Et puis ils ont dû se reconstruire ailleurs, heureusement, grâce encore à une femme, Grace Kelly, qui a mis à la disposition de Joséphine et de ses enfants une maison près de Monaco. Et c'est là qu'elle finira en fait ses jours, tout en continuant à travailler, aller sur les planches jusqu'à la dernière seconde. Jean-Claude Brialy l'aidera à retrouver sa superbe alors qu'elle a presque 70 ans et qu'elle est un peu oubliée, mais que elle continue à faire du régime pour être très jolie, elle met des plumes, elle chante, elle travaille comme une folle et elle mourra un peu comme Molière sur scène. Comment vont les enfants aujourd'hui ? Je crois que les enfants sont extrêmement heureux aujourd'hui. Il faudrait leur demander personnellement, mais c'est une consécration et il y en a certains d'entre eux qui se battent depuis des années pour cela, parce qu'ils savent qu'ils avaient une mère exceptionnelle. Il y en a deux d'entre eux, Brian et Jean-Claude, qui ont écrit des livres sur leur histoire, qui sont remarquables. Et aujourd'hui, bien sûr, quel bonheur de voir leur mère reconnue à sa juste valeur. Oui, je suis en relation avec Brian, qui est très heureux, évidemment, et qui est un peu le porte-parole, parce qu'il faut quand même trouver des espaces de parole commune de l'ensemble de la tribu Arc-en-Ciel. Tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission montre bien qu'on a affaire à une logique individuelle, pour ne pas dire individualiste, qui correspond tout à fait à notre époque, au XXIe siècle, mais en même temps au profit justifié par des valeurs universalistes. C'est quand même très important, parce que ça pourrait être effectivement moi Joséphine, à moi toute seule je renverse le sens de l'histoire. Non, c'est quelqu'un qui croit à l'universel, et d'une manière incroyablement systématique, puisque même si elle ne peut pas le réaliser cas par cas, évidemment ce serait même absurde, qui se dit il faut que dans cette tribu Arc-en-Ciel il y ait des gens du Maghreb, il y a des Asiatiques, il y a des Noirs, etc. Ça reste quelqu'un de son époque par son universalisme. On peut se poser la question de savoir si au XXIe siècle, l'universalisme n'a pas reculé. C'est-à-dire ? On peut dire que les logiques identitaires se manifestent aussi bien dans une version, on va dire, de droite, xénophobe, que dans une version de gauche aussi. Catel Müller, qu'est-ce que vous souhaiteriez conserver comme souvenir sur Joséphine Baker, donc au terme de ce très beau roman graphique que vous lui avez consacré ? Mais Joséphine, c'est toutes les facettes en même temps. C'est pour ça que c'est assez difficile de se dire où est-ce qu'elle a été la plus brillante. Elle l'a été du début à la fin.
comme on disait au début, toute cette star, cette résistante, cette humaniste engagée. Moi, peut-être que ce qui me touche le plus personnellement, c'est ce que j'ai vécu finalement avec les enfants dans ce château d'Émilande. Parce que, comme le disait bien Pascal, ce sont ces valeurs d'universalité qui ressortent tellement avec cette histoire. Et de voir qu'aujourd'hui, son combat continue et est reconnu par cette panthéonisation, ça veut dire que c'était pas seulement une utopie, c'était une réalité. Ces enfants sont là pour en témoigner. Et j'espère que ça servira de modèle un peu et de réflexion au monde, de voir qu'une telle personnalité a pu diffuser de telles valeurs dont on a tellement besoin aujourd'hui. Et puis alors, vous, juste un dernier mot, Catel Muller, parce que vous vous êtes intéressé à également d'autres artistes, L'Homme de Gouges, Édith Piaf, Alice Guy. C'est une sorte de panthéon à vous que vous êtes construit avec Benoît de Gros aussi, qui a un lien avec Joséphine. Oui, tout à fait. Bon, elles ont de toute façon toutes des liens les unes avec les autres d'une certaine façon. Elles sont féministes, pas forcément militantes, mais par essence, parce que ce sont des femmes libres et affranchies. Et donc, mon travail, c'est de parler de ces femmes affranchies. Et tout en particulier, avec Josely Bocquet, on travaille sur nos clandestines de l'histoire, comme on les nomme, c'est-à-dire des femmes qui ont marqué l'histoire, mais que l'histoire n'a pas forcément retenu en mémoire ou mal retenu. Maintenant, Joséphine, elle en est sortie, justement, de cette clandestinité. Elle était connue, mais elle était connue pour une image finalement assez rétrograde, qui était cette femme nue avec des bananes, une image assez colonialiste. Et aujourd'hui, elle sort de cette clandestinité pour être une femme remarquable, une humaniste, dans toute sa mesure d'universalité. Merci beaucoup, Catel Muller. Donc, je renvoie à votre roman graphique Joséphine Becker, scénarisé par José-Louis Bocquet. Merci beaucoup, Pascal Horry, de La haine du juif. C'est cet essai historique que vous publiez aux éditions Bouquin.